Eh bien, merci Flora. Et nous allons, je vois qu'il va être 13 heures et nous allons pouvoir commencer ce nouveau webinaire très spécifique sur le développement des compétences en changement, ici sur base des rôles. Donc, on va parler d'un aspect du trajet de développement de l'aptitude organisationnelle en changement. Et comme vous le savez certainement, ce trajet ne se passe pas en un jour. Il ne se produit pas simplement par du souhait ou de l'espoir. C'est un trajet qui nécessite de l'intentionnalité et de la structure. Bon, nous avons un atelier d'alignement stratégique qui vous aide à construire la solution pour bâtir cette aptitude. Mais ici, pendant une heure, nous allons parler de développer la compétence en changement, spécifiquement sur base des rôles. Alors, je sais que le titre est un peu lourd, mais pendant l'heure qui vient, on va déconstruire ce titre. On va parler de développer les compétences, on va parler des rôles et aussi on va parler du change management au niveau de l'entreprise et de ce que cela signifie. Mais avant de commencer, je veux être sûr que tout le monde voit clairement pourquoi ça a de l'importance. Voici donc un petit rappel rapide du pourquoi. L'aptitude organisationnelle au changement est un facilitateur essentiel de l'agilité. Dans la recherche, pour nombre de dirigeants d'entreprise mentionne l'importance cruciale et grandissante de leur aptitude à livrer ce dont ils ont besoin. Et nous savons, par la recherche également, que l'aptitude en changement intégrée dans le tissu de l'entreprise est un des piliers de l'agilité organisationnelle. C'est un premier point. Deuxièmement, les entreprises font face à la saturation du changement. Et la recherche montre que 78% des entreprises sont proches du point de saturation ou au point de saturation, voire au-delà. Et nous savons que lorsque nous avons l'aptitude au changement, nous pouvons atténuer les conséquences de la saturation. Les conséquences individuelles, les conséquences sur le projet et les conséquences sur l'organisation lorsque nous avons trop de changements à gérer. Ensuite, nous savons que la stratégie, c'est du changement. Et lorsque nous développons, lorsque nous internalisons, lorsque nous intégrons notre aptitude au changement, nous sommes plus efficaces dans la réalisation de nos impératifs stratégiques au sein de l'entreprise. Nous savons aussi que beaucoup de nos différenciateurs concurrentiels s'érodent alors que les changements sont de plus en plus rapides et se répandent sur la planète à la vitesse de la lumière. Les vainqueurs seront ceux qui pourront dépasser la concurrence par le changement. L'aptitude organisationnelle au changement est un facteur essentiel de compétitivité dans le monde actuel. Et finalement, nous savons que quand nous commençons à développer l'aptitude organisationnelle, nous multiplions véritablement les bénéfices du change management. Elle nous fournit un langage commun. Elle nous fournit l'opportunité d'améliorer continuellement notre approche. Elle nous donne la possibilité de partager les ressources, d'apprendre mutuellement et de partager. En fait, elle améliore notre capacité, elle améliore notre capacité, notre efficacité. Et chaque succès du changement contribuera donc à cette compétence plus que de simplement faire du change management, car nos directeurs et nos managers commencent à internaliser leur rôle de meneur du changement. Donc, développer cette aptitude, c'est essentiel en termes d'agilité, de saturation, de stratégie, d'avantages compétitifs et en termes d'amplifier et multiplier les bénéfices du change management. Ce sont les principaux thèmes, les principales raisons pour lesquelles l'aptitude au changement est si importante. Jetons donc un coup d'œil aux données de la recherche pour aller dans cette direction. Les données de la recherche nous enseignent qu'avec un niveau de maturité organisationnelle plus élevé, nous avons un taux de succès de projet plus élevé. Prenons un peu de recul pour réfléchir à ce que ça signifie. Nous sommes bombardés par ces statistiques de 70% d'échecs de projets. Dans les données de la recherche, nous trouvons plutôt un taux d'échec proche, un taux d'échec moyen, proche de 50%. Mais nous voyons sur ce graphique que lorsque nous nous déplaçons vers le haut sur l'échelle de maturité que vous voyez ici, nous allons directement aussi vers le haut dans le taux moyen de succès des projets. Pour moi, c'est le début et à la fois la fin de la conversation, car nous parlons pas uniquement d'aptitude organisationnelle au changement, nous parlons d'améliorer le taux de succès des projets au sein de l'entreprise. C'est donc notre fondation. Je voulais donc juste rappeler à quel point ceci est important.
Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est aller au travers du titre de ce webinaire. Et en fait, on va le faire à reculons. C'est-à-dire que nous allons d'abord parler du cadre du change management au niveau de l'entreprise et voir ce que ça signifie. Ensuite, nous parlerons de compétences basées sur les rôles et nous passerons la plus grande partie de l'heure à voir comment les développer aux moyens de données venant de la recherche et des éclairages pour développer ces compétences individuelles cruciales. Donc, commençons par la notion du cadre du change management au niveau de l'entreprise. Bon, développer l'aptitude en change management au niveau de l'entreprise, donc je parle de l'intégration du change management dans tous nos systèmes de changement et dans notre approche de gestion de projet, de développer les compétences individuelles. En fait, c'est un trajet, c'est un voyage. À un certain moment, nous devons définir où nous voulons arriver, à quoi ça ressemble, et cet état que nous voulons atteindre, où nous aurons vraiment cette aptitude. En même temps, nous avons besoin de cet autre point de référence qui est où nous sommes aujourd'hui. Nous faisons alors un exercice de projection dans le futur et nous auditons cet état futur par rapport à où nous sommes aujourd'hui. Et finalement, nous définissons comment nous voulons y arriver, comment nous allons faire ce voyage. Et donc, quand on parle d'aptitude au change management au niveau de l'entreprise, pour ce trajet, il y a deux volets importants. Il y a tout d'abord le volet du développement des compétences individuelles au travers de toute l'entreprise. Et ensuite, il y a l'intégration des activités liées au volet humain dans le changement, dans nos initiatives, dans nos projets et dans nos programmes. Donc, les deux doivent être présents si nous voulons vraiment une entreprise apte au changement. Alors, le volet de gauche, celui du développement des compétences individuelles, est celui sur lequel nous allons nous focaliser durant ce webinaire. Bon, nous avons également exploré les rôles en change management. Les rôles pour le déploiement dans l'entreprise, ce sont ceux qui sont responsables de donner vie à cette aptitude. Donc, un sponsor au niveau du comité de direction, un comité de pilotage, etc. Mais nous avons aussi ces rôles d'application dans les projets. Pour tout projet, nous avons des dirigeants, des praticiens du changement, des équipes de projet, des managers et des collaborateurs. Et c'est le sujet de ce webinaire. Nous allons explorer chacun d'eux et leurs compétences. Mais avant de lancer ça, j'aimerais que nous fassions ensemble une petite réflexion individuelle. Je vous invite à vous ouvrez une autre fenêtre ou vous prenez sur votre téléphone ou sur une tablette, vous vous connectez sur le site paulev.com/nexum. Et vous allez voir apparaître cette question à l'écran, qui est le premier sondage que j'aimerais vous soumettre. C'est la question suivante. Quel est votre niveau d'influence sur le développement de compétences individuelles en changement au sein de votre entreprise? Alors, vous allez simplement cliquer sur une réponse. Est-ce qu'il est très élevé, moyen, faible ou très faible? Donc, vous soumettez votre vote, parce que je pense qu'il est important de faire cette réflexion introspective, car la façon dont nous allons avancer va dépendre d'où nous nous trouvons sur ce spectre des possibilités. Donc, si j'ai un niveau d'influence plutôt bas pour développer les compétences, mes premières étapes seront de sensibiliser et motiver, c'est-à-dire travailler sur les éléments awareness et design du modèle APCAR pour élaborer mon argumentaire, des raisons pour lesquelles nous devrions développer cette aptitude. Si par contre j'ai un niveau d'influence plus élevé, je vais pouvoir travailler à des plans plus tactiques et définir un calendrier pour apporter ces compétences en entreprise. Donc, je vous invite donc à entrer votre vote. J'attends encore quelques secondes. Eh bien, il me semble que ça s'est stabilisé ici et je vois une très grande majorité au niveau moyen, 85% au niveau moyen. 8% ont une influence élevée et, ça change un peu, 7% ont une influence élevée, 14% ont une influence faible. Comme je disais, l'influence faible, il faudra plutôt se pencher sur des éléments awareness et design, comment sensibiliser et convaincre. Avec un niveau élevé, ce sera plutôt le moment déjà de développer des plans tactiques pour mener ce trajet.
Eh bien, donc, merci pour cette contribution à ce premier sondage. Et nous allons donc passer à la suite et commencer à explorer ce cadre du change management au niveau de l'entreprise. La première chose que je vais dire, c'est qu'il comprend une carte stratégique. Cette carte stratégique vous donne une idée des 5 domaines tactiques, des 5 outils ou des 5 leviers que nous pouvons actionner pour développer l'aptitude au sein de l'entreprise. Le soutien du leadership pour le change management, la connexion du change management au projet, la création de la structure telle que l'empreinte organisationnelle, l'intégration du change management dans le processus de l'entreprise, et celui que je n'ai pas encore mentionné, c'est les compétences individuelles. C'est le point de focalisation de notre webinaire d'aujourd'hui, à savoir qui doit savoir quoi et comment nous allons développer les compétences individuelles. Nous sommes donc au cœur de cette approche holistique pour le change management au niveau de l'entreprise. Voici une représentation graphique du modèle de maturité. Ce sont des nombres fictifs qu'on a pris ici. Dans tout audit de maturité, nous évaluons le leadership, l'application, les compétences, la standardisation et la socialisation pour le change management au niveau de l'entreprise. Et quand nous entamons le travail avec un client dans un atelier d'alignement stratégique, nous créons plusieurs versions du niveau de maturité. Nous regardons l'état actuel, puis nous créons des visions de plusieurs états futurs. Le composant des compétences, ce domaine d'aptitude dans l'audit de maturité, est directement aligné sur ces compétences individuelles dont nous parlons aujourd'hui. De plus, l'application, la standardisation et la socialisation sont aussi directement influencées par notre aptitude à bâtir ces compétences individuelles. Voici donc la toile de fond en termes de cadre du change management au niveau de l'entreprise. Nous voyons que le développement des compétences individuelles est crucial. Et voici donc les points essentiels de cette première section d'introduction. C'est tout d'abord que le développement des compétences individuelles, c'est un aspect essentiel de l'accroissement de l'aptitude générale au changement dans l'entreprise. Mais le point numéro 2, c'est que ce n'est pas la seule chose. Ce n'est qu'une pièce du puzzle. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et lorsque nous entamons le travail avec un client pour aider à développer son aptitude, nous veillons à considérer toutes les facettes et toutes les façons de donner vie à l'aptitude, comment nous l'envisageons sous forme d'un trajet, comment nous le concevons et le gérons en tant que tel. Et il est important de se rappeler que la composante des compétences individuelles est une pièce majeure dans le puzzle. Bon, nous venons de voir le cadre du change management au niveau de l'entreprise, faisant partie du titre de ce webinaire. Et nous allons maintenant parler des compétences sur base de ces rôles. Alors, nous allons nous focaliser sur les 5 rôles que je vais introduire maintenant. La notion de cadre dirigeant, de directeur, c'est la première. Et c'est probablement la plus importante parce qu'ils doivent sponsoriser efficacement le changement en appliquant le modèle ABC que je décrirai un tout petit peu plus loin. Ensuite, les praticiens du changement sont véritablement les professionnels du change management. Nous voyons de plus en plus de descriptions de fonctions centrées sur ce rôle. Et leur travail, leur responsabilité en contexte de changement consiste à appliquer une approche de change management structurée et de travailler pour donner toute la puissance nécessaire aux autres rôles que nous voyons dans cet écosystème. Alors, les équipes de projet qui sont focalisées sur la conception, le développement et la livraison de solutions techniques ont la responsabilité en contexte de changement d'intégrer le change management dans leur approche, c'est-à-dire de concevoir et développer pour l'adoption et l'utilisation. Donc, pensez au volet humain dès le début. Qu'est-ce qu'on entend par adoption et comment nous allons la mener? Comment allons-nous nous assurer que cela fait partie de la façon dont nous concevons et développons la solution? Comment définissons-nous les métriques d'adoption dans notre tableau de bord du changement, etc. Dans l'équipe de projet, donc, on voit que cette équipe, elle devient donc un allié crucial dans ce parcours. Alors, les managers sont souvent les alliés les plus critiques et aussi parfois les plus négligés. C'est eux qui sont le plus proches de l'endroit où le changement se produit, le plus proche des gens qui doivent donner vie au changement dans la façon dont ils font leur travail. Et ils doivent fournir un soutien direct à ces personnes. Et pour ça, ils appliquent ce que nous appelons les rôles Clark. Et je présenterai un petit peu plus loin ce que ça signifie, le rôle Clark. Les employés sont ceux qui doivent adopter, ils doivent s'engager dans le changement que nous introduisons.
Nous avons vraiment besoin qu'ils se tournent vers l'avant, qu'ils cherchent les réponses à leurs questions et qu'ils deviennent véritablement des participants impliqués dans le trajet de changement plutôt que des cibles ou des victimes du changement. Donc voici les 5 rôles. Nous allons regarder brièvement ce que la recherche nous enseigne sur chacun d'eux et les objectifs d'apprentissage que nous proposons lorsque nous impliquons chacun des 5 rôles. Commençons par les directeurs, les cadres dirigeants. Alors, je vais vous parler donc brièvement de la recherche de ProSci. Eh bien, dans leurs 10 études, ProSci a chaque fois demandé aux participants quel a été le principal facteur de succès de leur initiative de changement. Et chaque fois, c'est le sponsorship actif et visible qui est arrivé en numéro 1. Les directeurs ont le visage et la voix du changement. Et ce n'est pas par un petit écart que c'est le premier facteur, mais c'est chaque fois dans un rapport de 3 ou 4 fois supérieur à tout autre facteur. Ce qui est intéressant, c'est que quand nous examinons les données plus en détail, nous voyons que l'efficacité du sponsor se corrèle directement avec le succès des projets. Si nous avons un sponsor très inefficace, la probabilité de succès de nos projets sera de 29%. Tandis que le taux saute à 72% lorsque nous avons un sponsor extrêmement efficace. Donc, le sponsorship a de l'importance, qualitativement en termes de probabilité de succès, mais aussi quantitativement. Donc, la recherche montre que les résultats des projets se produisent lorsque nous avons des sponsors efficaces. Donc, ceci nous amène à la question, qu'entend-on par du sponsorship efficace, bien sûr? Eh bien, voyons ce que les sponsors doivent faire. Alors, je commencerai peut-être par dire que ce que ça ne signifie pas. Sponsor efficace, on sait bien que c'est bien plus que signer des bons de commande et des chartes de projet. On ne pouvons pas nous limiter à avoir des sponsors évanescents qui fournissent juste le financement des projets puis disparaissent. Non, la recherche met en évidence 3 rôles. Le premier rôle, c'est la participation active et visible dans la participation tout au long du projet. Ça signifie être présent, se montrer, lever les obstacles, assister aux réunions de lancement, aux réunions du personnel, être un participant actif et visible tout au long du projet. Le second rôle consiste à bâtir une coalition de sponsorship avec les pairs et autres managers, bâtir et maintenir une coalition saine avec les directeurs et avec les managers de tous ceux qui sont concernés par le changement au travers de toute l'entreprise pour effectivement arriver à leur faire prendre vie. Et troisièmement, c'est le rôle de communication. Ça vient directement de la recherche aussi. Ça consiste à communiquer directement avec les employés, à répondre aux questions. Pourquoi maintenant? Que risque-t-on si on ne change pas, etc. Donc, les messages au niveau du business que nous avons dans notre plan de communication doivent venir du sommet. Bon, la malheureuse réalité que la recherche met en évidence est que la majorité des sponsors ne comprennent pas bien ce qu'on entend par sponsoriser le changement. Donc, vous voyez, une grande partie des sponsors, enfin une grande partie des participants à la recherche ont répondu que leurs sponsors avaient moins qu'une compréhension adéquate de ce que signifie sponsoriser le changement. Ça signifie que c'est un problème de connaissance dans une perspective à quart. Certes, il y a probablement une difficulté au niveau de la sensibilisation de la volonté, oui, mais il semble bien que ce n'est pas un problème d'aptitude, c'est plutôt un problème de connaissance. Donc, si nous allons un peu plus loin dans l'analyse des 3 axes ABC, qu'on vient de découvrir, nous voyons un bel étalage de données relatives à l'efficacité du sponsorship et nous remarquons que c'est bâtir et maintenir une coalition saine qui constitue le plus grand défi. C'est pour bâtir une coalition saine que notre cadre dirigeant ont le plus de mal. Ainsi, pour aider les cadres dirigeants à agir en sponsor efficace, nous avons un atelier spécifique d'une journée, structuré suivant des composantes clés. Positionnez-vous pour le succès du sponsorship. Positionnez vos projets pour le succès stratégique et positionnez votre entreprise pour le succès du changement. Et vous voyez sur la droite quelques objectifs d'apprentissage de cet atelier. Nous voulons vraiment utiliser l'impact et la valeur du change management. Nous voulons le mettre en évidence. Nous voulons illustrer comment le change management aide à obtenir les résultats des projets et nous voulons engager les sponsors en termes de leur rôle individuel, leur rôle de soutien des projets, leur rôle de soutien de l'organisation. Et je vais vous poser une question maintenant. De nouveau, vous reprenez votre fenêtre paulev.com/nexum et je vous demande d'évaluer la demande de formation en change management pour les directeurs dans votre entreprise.
Est-ce qu'elle est très élevée, élevée, moyenne, faible ou très faible? Alors, notez que je n'ai pas demandé le besoin. Je sais que le besoin est très élevé. Les données de la recherche nous le montrent bien. Non, je demande quelle est la demande actuelle que vous observez pour de la formation en change management dans votre entreprise pour vos cadres dirigeants. Donc, prenez quelques secondes pour répondre. Quelle est la demande actuelle de formation en change management pour les directeurs et les sponsors? Voilà, il me semble que ça se stabilise. Et je vois, donc je lis ici, je ne vois personne qui a répondu une demande très élevée. 8% qui parlent d'une demande élevée, 25% en moyenne, 17% faible et 50%, c'est-à-dire la moitié, une demande très faible. Eh bien pour moi, ça veut dire que nous avons toujours un défi. Ça vient même de monter à 54%. Donc ça veut dire que nous avons toujours un défi pour connecter la valeur du change management directement aux préoccupations des cadres dirigeants. Je fais souvent la réflexion. Je n'ai jamais vu un cadre dirigeant dont le problème est qu'il n'a pas de change management. Non. Leur problème est qu'ils n'obtiennent pas le retour sur investissement de leur projet. Eh bien, notre métier consiste à faire cette connexion, que le change management et leur rôle de sponsor se corrèlent directement avec leur retour sur investissement de leur projet. Considérons maintenant les praticiens du changement. C'est le deuxième rôle que nous allons explorer. Alors, les praticiens du changement, les change managers, ce sont les gens qui définissent la stratégie de change management et les plans dont nous avons besoin pour appliquer le change management à une initiative spécifique. Alors, dans la recherche la plus récente, nous trouvons quelques données intéressantes relatives à la certification. À savoir, 64% des participants à la recherche sont certifiés en change management. 86% recommandent que d'autres se certifient. Et seulement 2% ont dit qu'ils ne le recommandent pas. Et voici la valeur que nous avons identifiée dans la certification pour un praticien du changement. Nous acquérons une approche structurée. Nous explorerons les tenants et aboutissants de ce que ça signifie, de ce que signifie appliquer une approche structurée dans nos initiatives. Deuxièmement, nous développons les compétences et la crédibilité pour une plus grande efficacité dans l'entreprise lorsque nous soutenons les projets. Nous accédons à des outils communs universels. Les outils ne sont pas tout, mais ils sont des facilitateurs de notre aptitude à du change management cohérent dans le projet que nous soutenons. Et enfin, nous augmentons la probabilité d'obtenir les effets souhaités. La recherche est tout à fait claire. Lorsque nous appliquons du bon change management, nous obtenons de meilleurs résultats. Ainsi, les participants à la recherche ont indiqué que c'est un apport essentiel de certifier les praticiens pour augmenter le taux de succès des projets. Donc voici un aperçu rapide sur le programme de certification que plus de 50 000 praticiens de par le monde ont déjà suivi. C'est un programme intensif de 3 jours et chez Nexum, nous avons déjà certifié proche de 2000 personnes déjà. Donc, un programme de 3 jours. Le premier jour se concentre sur le pourquoi du change management, son retour sur un investissement, le fameux modèle ADKAR, les 7 concepts du changement, et il vous met vraiment dans le bain de la méthode. Vous appliquez les outils au fur et à mesure que vous les découvrez. Quand vous découvrez l'outil d'évaluation des caractéristiques du changement, vous évaluez concrètement des caractéristiques pour un véritable projet dans votre entreprise. Et quand vous découvrez l'outil d'évaluation des attributs organisationnels, vous l'appliquez à votre projet. Lorsque vous découvrez l'évaluation de schéma d'évaluation des sponsors, vous l'appliquez aussi à votre véritable projet. Et vous travaillez à une présentation que vous faites à la fin de la deuxième journée qui formule votre stratégie de change management pour le projet que vous avez apporté. Eh bien, je vais vous poser la même question. De nouveau, vous reprenez votre fenêtre paullevet.com/Nexum et la question maintenant est évaluer la demande de formation en change management pour les praticiens du changement dans votre entreprise. Est-elle très élevée, élevée, moyenne, faible ou très faible? Donc, tout comme pour le sondage précédent, je ne parle pas du besoin, je sais qu'il est élevé, mais je parle de la demande dans votre entreprise de formation en change management pour les praticiens du changement. Attendons quelques secondes. Il me semble que ça se stabilise ici. Oui, encore un petit peu.
Et on voit déjà, donc prenez encore quelques secondes pour entrer votre réponse, mais on voit que la configuration est fondamentalement différente de celle qu'on a vue pour les directeurs et les sponsors. Je dirais même opposé. Euh, pour rappel, on avait 50%, même plus de 50% de participants qui disaient que la demande de formation pour les sponsors était très faible. Ici, on a 0%. Par contre, la majorité, 42%, vient à une demande élevée. Donc, c'est sensiblement plus haut que pour les cadres dirigeants. 42% élevé, 33% moyenne, 25% faible. Et pour moi, ça a du sens, car c'est le cœur de ce que nous faisons en tant que praticiens du changement, et je vois vraiment une deuxième vague de demandes sur le marché du change management. Il y a 5 ans, nous avons observé le premier flux, et je dirais que sur l'année écoulée, je vois une nette augmentation des attentes et des demandes pour des praticiens du changement. Ce que j'observe, c'est que la première vague de demandes a servi à connecter le change management au projet, et maintenant, on reconnaît l'impact que le change management menait correctement sur ces projets et nous assistons à une nouvelle demande pour une plus grande application au travers des entreprises. Donc ça, c'était ce qui concernait les praticiens du changement. Voyons le troisième rôle, qui est le rôle des chefs de projet et des équipes de projet. Alors, leur responsabilité essentielle, c'est de concevoir, développer, livrer une solution technique. Ils ont identifié une opportunité ou un autre sujet dans l'entreprise où ils reçoivent la responsabilité de concevoir, développer, livrer une solution technique efficacement. Ce que le change management apporte, c'est que cette solution sera adoptée et utilisée efficacement. Donc, nous allons encourager l'intégration des activités liées au volet technique et humain d'un point de vue des personnes, des processus et des outils. Qui fait le travail, comment nous faisons le travail et ce que nous utilisons pour faire le travail. Et si nous pouvons mieux intégrer ces deux disciplines dans nos projets et nos programmes, le volet technique et le volet humain, le project management et le change management, nous obtenons plus de succès et de meilleurs résultats, et c'est ce que la recherche nous montre. Alors, pour engager les équipes de projet, nous avons un programme spécifique d'une journée. L'objectif est de les engager en présentant le change management, la valeur du change management et comment le mettre en pratique pour le succès de leur projet. Nous prenons la discipline de change management et nous l'expliquons dans leur langage de gestion de projet. Nous présentons la gestion de volet humain du changement pour obtenir les résultats et les effets souhaités. Comment nous préparons et équipons les individus pour les aider à aller au travers de leur trajet individuel de changement. Et nous leur présentons ceci en termes d'intention, d'objectifs, cadrage, activités, jalons, livrables, timing. Nous nous inspirons de la célèbre citation de Nelson Mandela qui nous dit que si nous parlons à quelqu'un dans un langage qu'il comprend, nous atteignons sa tête. Mais si nous lui parlons dans sa propre langue, eh bien, nous atteignons son cœur. Et je vais bien sûr vous poser la même question. Pouvez-vous, donc vous allez sur paullevé.com/nexum et je vous demande si vous pouvez évaluer la demande de formation en change management pour les équipes de projet dans votre entreprise. Est-ce qu'elle est très élevée, moyenne, faible ou très faible? Ici, de nouveau, je vous demande bien quelle est la demande dans l'entreprise. Prenez quelques secondes pour y répondre. Bon, les résultats doivent encore se stabiliser, mais on voit déjà une demande nettement inférieure à celle qu'on a vue pour les praticiens du changement. Pour rappel, la majorité était à une demande élevée. Ici, la majorité a une demande moyenne. Mais nous observons néanmoins une augmentation de l'appréciation du change management au sein de la communauté de gestion de projet. Nous voyons bien que les publications et les formations dans le domaine de gestion de projet traitent de plus en plus ce sujet et mettent en évidence qu'il est crucial de combler cette lacune pour livrer les solutions et véritablement pour fournir les résultats. Donc ici, finalement, je lis 46% de demandes moyennes, 38% de demandes faibles et 15% de demandes très faibles. Passons au domaine suivant, qui est le domaine des managers, les managers de proximité. Alors, pour eux, la recherche a mis en évidence que pour mener le changement, les managers ont 5 rôles cruciaux. Un rôle de communicateur, de liaison, d'ambassadeur du changement, de gestion des résistances et de coach. C'est l'acronyme CLARK, qui évoque Superman, bien sûr, Clark Kent, parce que les managers, en fait, sont des super-héros en contexte du changement. Et chacun de ces 5 rôles aide directement les membres de son équipe au travers du processus individuel ADKAR.
Bon, la malheureuse réalité qui ressort de la recherche, c'est que les managers ne sont pas bien préparés à jouer leur rôle de Clark, leur rôle de Superman avec leurs collaborateurs en contexte de changement. Ils peuvent exceller à maintenir les opérations, oui, mais lorsqu'il s'agit de gérer le volet humain du changement, eh bien, ils ont vraiment du mal. À la question, les managers sont-ils bien préparés? 18% des participants ont répondu pas du tout d'accord et 43% ont répondu pas d'accord. Ça fait donc 61% des participants qui considèrent que les managers ne sont pas bien préparés à soutenir leurs collaborateurs en contexte du changement. Les plus grandes lacunes sont dans les aptitudes en communication, la formation en change management, la gestion du temps et la saturation, les compréhensions de leur rôle en contexte de changement et enfin l'appropriation des changements à mener. Celui-ci est oui, particulièrement intéressant car les managers sont à la fois des ambassadeurs et des agents du changement. Il est donc crucial pour nous, praticiens du changement, lorsque nous élaborons notre approche structurée, de veiller à engager les managers en priorité en tant que récepteurs, comme des collaborateurs qui doivent aller au travers du changement, avant de leur demander d'engager les membres de leur équipe dans le changement. Et nous traitons ce point de manière concrète dans notre atelier de formation à l'attention des managers. Nous la structurons en deux phases essentielles. La première phase consiste à se préparer au changement. C'est un peu comme dans les instructions de sécurité en avion, je dirais. Mettez votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Donc nous prenons du temps à comprendre les changements en cours et quel est votre rôle, vous les managers, comment vous vous adaptez aux changements, quels changements qui vous impactent, comment développer vos compétences pour mener le changement. Et ensuite, la seconde phase consistera à mener les collaborateurs, les membres de l'équipe au travers du changement. Donc, comment vous, manager, vous allez présenter le changement à vos collaborateurs, comment vous allez les gérer lors de la transition et comment vous renforcez le changement et comment vous célébrez les succès. Je vais de nouveau vous poser la même question ici. Vous reprenez le poll sur paullevé.com/nexum et vous allez évaluer la demande de formation en change management pour les managers dans votre entreprise. Donc, attendons quelques secondes à nouveau. Eh bien, bon, ça va encore se stabiliser, mais ça ressemble malheureusement déjà un peu plus à ce qu'on a vu pour les directeurs et les sponsors. Et je trouve plutôt inquiétant qu'on voit de tels scores pour les rubriques faibles et très faibles, car nous savons très bien que l'engagement des managers dans le changement est crucial pour notre aptitude à livrer les résultats et les effets attendus. Donc, je lis 7% élevé, 27% moyenne, donc, maintenant 0% élevé, quelqu'un vient de changer d'avis. 33% en demande moyenne, 27% en demande faible et 40% en demande très faible. Oui, donc je trouve ces résultats plutôt inquiétants quand on connaît l'importance cruciale de l'engagement des managers en contexte de changement. Eh bien, passons au dernier rôle, c'est le rôle des employés. Alors, les employés, les collaborateurs, eh bien, nous les menons au travers de 3 étapes en formation pour les engager. Nous avons une formation d'une journée conçue spécifiquement pour les amener à être des participants actifs dans le processus de changement. Nous les menons à l'étape 1, comprendre le processus de changement, étape 2, prendre le contrôle du changement, et étape 3, s'engager maintenant. Et je pense vraiment que c'est la meilleure façon de les engager. Nous ne voulons pas qu'ils soient des cibles du changement. Nous ne voulons pas qu'ils se sentent comme des victimes du changement. Nous voulons qu'ils se sentent équipés, engagés, des participants actifs dans le processus du changement. C'est pour ça que nous proposons cette formation qui les aide vraiment à prendre leurs décisions sur les étapes à accomplir et sur le rôle qu'ils peuvent jouer vis-à-vis du changement qu'ils doivent traverser. Et je vais vous poser donc la même question. Quelle est la demande de formation en change management pour les collaborateurs dans votre entreprise? De nouveau, vous allez sur paullevé.com/nexum. Eh bien, je lis ici 8% élevé, 8% moyenne, 8% faible et 75% très faible. Et ça m'inquiète vraiment. Nous vivons dans un monde où nous nous focalisons de plus en plus sur la collaboration et la co-création.
Nous avons, par exemple, l'appreciative inquiry et toutes ces façons d'impliquer les employés, et nous ne pensons pas à les développer pour devenir des participants actifs dans le changement. Et bien ça me tracasse tout particulièrement quand nous parlons de développer l'aptitude organisationnelle au changement. Donc voici les 5 rôles principaux, et nous avons des programmes de formation ciblés basés sur la recherche pour chacun de ces rôles. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez en savoir plus sur comment nous approchons le développement de ces compétences cruciales pour une entreprise apte au changement. Un message, tout à la fin, nos adresses e-mail à Flora et à moi-même seront affichées. N'hésitez pas à nous envoyer des messages pour des questions. Alors, juste avant de passer la partie développement, qui est la troisième section de ce webinaire, je veux juste faire un petit commentaire rapide à propos de la formation des praticiens du changement. Parce que nous avons reçu cette question pendant des années. Que puis-je faire après ma certification? Et donc, je veux donc présenter une opportunité de développement de carrière que nous vous proposons, et pour vous aider à développer votre compétence, votre confiance et votre maîtrise du change management. C'est l'atelier d'immersion avancée qui vous aidera à réussir vos missions. Donc, l'atelier d'immersion avancée, c'est un atelier de 2 jours que nous avons récemment développé pour répondre à cette demande qu'on entend si souvent. Comment pouvons-nous nous développer davantage après la certification? C'est un atelier focalisé sur des outils plus avancés de change management et aussi sur l'application pratique de ces outils. Donc là, vous pouvez découvrir des approches plus avancées, également basées sur la recherche. Alors en quelques mots, on y découvre ce qu'on appelle le Change Scorecard, le tableau de bord du changement, qui aide à définir, à suivre et à montrer les indicateurs de succès du projet grâce au change management. Il y a également un outil qui vous aide à calculer le retour sur investissement du change management de la façon la plus objective possible. Un analyseur PCT qui vous aide à suivre le PCT, qui est donc un des modèles importants de la méthode tout au long du projet. Un tableau de bord ADKAR pour suivre l'évolution ADKAR des collaborateurs impactés par le changement. Et également des outils qui vous permettent d'auditer vos plans de change management par rapport aux meilleures pratiques. Vous nous envoyez un message ou à Karine, comme vous le voyez en bas à droite de l'écran, pour avoir plus d'informations sur ce nouvel atelier qui vous permet d'aller encore plus loin que la certification. Bon, alors les 2 apprentissages principaux dans cette deuxième section, c'est tout d'abord que la recherche nous informe comment chaque rôle contribue de façon spécifique à l'adoption, à l'utilisation et aux résultats et effets des changements. Et c'est aussi qu'une entreprise véritablement apte au changement a des rôles liés au changement et également des rôles liés au business. Regardons maintenant la partie supérieure du titre, développer. Nous avons défini le cadre du changement, du change management au niveau de l'entreprise, nous avons exploré les compétences en changement sur base des rôles, et maintenant nous allons voir comment développer ces compétences. Alors la première donnée, c'est le pourcentage des participants à la recherche qui ont formé chacun des rôles. À côté des praticiens du changement formés à 70%, il y a un écart considérable par rapport aux autres rôles. Donc, il y a clairement une lacune dans ces développements. Ce développement semble tendre à être restreint aux praticiens du changement, donc avec 72%, alors que nous voyons seulement 31% des participants qui ont formé les cadres dirigeants, 44% des équipes de projet, 37% des managers et seulement 15% ont formé les employés. Donc, il y a moyen de progresser en étendant le système du changement au-delà de la sphère des change managers. Voyons les types de formations qui ont été données. Nous considérons 4 catégories. La formation présentielle formelle, le partage informel d'informations au coaching, du matériel de formation autopiloté et l'e-learning par Internet. Ce sont les 4 icônes que vous voyez ici à l'écran. Et ce que vous voyez ici, c'est pour ceux qui ont été formés, quels formats ont été utilisés. Et ça vaut la peine de se pencher sur ces données. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que pour les directeurs, c'est principalement du partage informel et du coaching. 66% l'ont fait par ce moyen et 46% en formation présentielle formelle. Tandis que
Pour les praticiens du changement, on voit une bien plus grande quantité de formation formelle avec 69% et une quantité moindre de portage informel et coaching avec 60%. C'est sensiblement le même schéma pour les équipes de projet et les managers. Et on voit que pour les employés, la fréquence de formation autopilotée et d'e-learning est plus élevée que pour les autres. Et pour les collaborateurs, on voit un plus grand recours aux formations donc autopilotées par Internet. Et c'est ce qui ressort de la recherche. Et lorsque vous envisagez le développement des compétences de différents rôles dans votre entreprise, eh bien, nous pouvons vous aider à mieux comprendre les avantages et inconvénients de chaque format pour un maximum d'efficacité. Voici quelques données précises venant de la recherche également sur la durée de formation. Et vous voyez le nombre réel dans la première colonne et le nombre recommandé dans la seconde colonne, ce qui permet d'évaluer la quantité qui doit être apportée. J'ai fait cette analyse d'écart pour vous, et on y voit que c'est pour les praticiens du changement que l'écart est le plus faible. Nous faisons donc du bon boulot pour améliorer les compétences des change managers, notamment au moyen du programme de certification. Le plus gros écart concerne les directeurs, pour qui il y a un besoin de 75% de plus que ce qui a été fourni à ce stade. C'est particulièrement important car nous savons bien que les directeurs et les sponsors constituent le rôle le plus critique pour le succès des changements en entreprise. Ainsi, lorsque je définis une approche pour le développement des compétences en changement dans une entreprise, je regarde le sommet en premier. La recherche a également exploré ce que les participants envisagent de faire la prochaine fois dans leurs efforts de formation. Et ce qui vient en numéro 1, c'est l'augmentation de formation pour davantage de groupes. Nous observons qu'il y a eu une focalisation sur les praticiens du changement et il y a beaucoup à faire pour les autres rôles. Le numéro 2, c'est l'idée de donner les formations différemment, les rendre plus interactives, se baser plus sur les principes d'apprentissage spécifiques aux adultes, recourir à la formation de type e-learning. Et il s'agit donc d'avoir une approche plus holistique que de juste voir la formation comme un événement, et il s'agit donc d'étendre l'apprentissage sur une plus longue durée. Le numéro 3 consiste à adapter le contenu aux individus à former. C'est un principe que nous adoptons systématiquement chez Nexum, c'est de baser l'apprentissage sur base d'un changement auquel les participants sont confrontés et aussi d'utiliser les principes d'apprentissage spécifiques aux adultes. Et le numéro 4, c'est la planification pour donner les formations plus tôt. Le just-in-time ne va pas nécessairement marcher, tout particulièrement s'il s'agit de développer des aptitudes au niveau de l'entreprise. Donc, parlons donc brièvement de l'apprentissage adulte, puisqu'il apparaît ici dans les aspirations d'amélioration d'approche. Donc, ça doit vraiment être intégré dans les formations. Dans un contexte d'apprentissage, eh bien, les adultes sont autonomes. Ils se dirigent eux-mêmes, ils s'orientent vers des buts précis, ils cherchent de la pertinence, ils veulent de la pratique et ils attendent du respect. S'ils ont accumulé une fondation d'expérience de vie. Donc, si nous voulons apprendre à des gens à devenir des meneurs du changement, nous devons apprécier et reconnaître ce qu'ils ont déjà acquis, apprécier et reconnaître ce qu'ils ont déjà connu en termes d'expérience concrète. Et véritablement les engager vers les objectifs et la pertinence. Les équiper pour être autonomes et s'orienter eux-mêmes vers les apprentissages les plus appropriés pour mener le changement efficacement. Donc, vous voyez ici des éléments qu'on vous présente de la théorie d'apprentissage pour adultes. Les adultes ont besoin de travailler sur des objectifs réalistes et importants pour eux, de se baser sur des expériences directes et concrètes. Ils ont besoin de recevoir du feedback et de participer à des activités en groupe. Il y a également une certaine attention à avoir avec l'ego des participants, évidemment, et nous intégrons tous ces éléments dans les formations données par Nexum. Ça doit être applicable pour moi, ça doit être applicable maintenant. Et les participants ont besoin de recevoir notre feedback. Si vous envisagez de développer les compétences en changement dans votre entreprise, vous devez intégrer tous ces principes essentiels dans les formations. Alors, ceux qui me connaissent savent que je n'enlève jamais mes lunettes à quart. Alors, regardons tout ceci au travers du filtre à quart. Développer les compétences en changement dans une entreprise, c'est un changement. Donc, nous allons utiliser pour un ADCAR par rapport à ça. Concernant Awareness, vous devez sensibiliser aux besoins du changement. Ensuite, vous devez susciter la volonté de participer et de soutenir le change management. Vous devez apporter les connaissances sur la façon d'appliquer le change management et c'est spécifique aux différents rôles. Et vous devez développer l'aptitude à appliquer le change management. Et vous devez renforcer et pérenniser
le change management. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai regroupé pour vous les questions essentielles que vous devez explorer avec chaque rôle que vous engagez dans le change management et que vous développez pour la compétence organisationnelle en changement. Pour la sensibilisation, les questions vont être: pourquoi ai-je besoin de développer ma compétence en changement? Pourquoi ai-je besoin maintenant? Et qu'arrivera-t-il si je ne fais pas? Vous devez traiter ces questions si vous voulez impliquer les directeurs, les managers, les chefs de projet, les collaborateurs et le change manager dans ce trajet de développement des compétences organisationnelles. Pour l'élément design, qu'est-ce qui me motive personnellement à développer cette compétence? Quels sont les éléments motivants au niveau de l'organisation? Et aussi, qu'est-ce que ça m'apporte? C'est ici que nous commençons à positionner la compétence en changement comme un élément de progression professionnelle. C'est ce que nous explorons avec chaque rôle et nous observons que c'est un élément essentiel pour susciter la volonté de s'engager dans le trajet de développement de compétences en changement. Pour les directeurs et aussi tout particulièrement pour les équipes de projet, nous allons lier étroitement le développement de ces compétences au succès de leurs initiatives de changement. Et nous passons à la connaissance. Qu'ai-je besoin de savoir pour développer ma compétence? Qu'ai-je besoin de savoir pour en tirer profit? Et comment vais-je développer mes compétences? Pour l'aptitude, quel est l'écart entre mes connaissances et mon aptitude? Quels sont les obstacles inhibants? Serais-je capable de pratiquer? Et où puis-je recevoir du coaching? Et enfin, en renforcement, quels mécanismes peuvent m'aider à maintenir cette compétence? Comment vais-je mesurer ma compétence et que vais-je faire pour la pérenniser? C'est un excellent répertoire de questions que vous pouvez utiliser lorsque vous aidez les différents rôles à progresser dans ce trajet de développement des compétences en change management au travers de l'entreprise. Donc, voyons les approches possibles pour le déploiement de ces formations. La première, c'est un déploiement par vague. La deuxième consiste à être intégré dans les initiatives de changement elles-mêmes. Et la troisième consiste à rattacher le développement des compétences en changement à des programmes de formation existants. Je vais explorer chaque approche avec vous. Donc, commençons par l'approche par vague. Voici ce que je veux dire. Par exemple, dans mon entreprise, il y a 60 directeurs, 25 change managers, 80 équipes de projet, 460 managers et 5200 collaborateurs, par exemple. Et voici ce que nous pourrions faire avec une approche en 3 vagues. Avec la première vague, nous allons former 40 directeurs, 15 change managers, 15 équipes de projet et 1000 collaborateurs. Ensuite, nous avons la deuxième vague et puis la troisième. Notez bien ce que j'ai fait. J'ai mis en priorité les directeurs et les change managers. Et ensuite, j'ai réparti les autres sur 3 vagues. Ça, c'est donc l'approche de formation par vague. La deuxième approche consiste à intégrer les formations dans des initiatives de changement. Par exemple, j'ai identifié 4 projets que je veux utiliser comme démonstrateurs du change management. Je vais identifier les sponsors, change managers, membres de l'équipe de projet, managers et collaborateurs impactés par le premier projet et je vais planifier les formations pour eux. Ensuite, je vais faire la même chose pour le deuxième projet, puis le troisième et enfin le quatrième. Et vous remarquez que mon orientation a changé, partant d'une approche chronologique par vague vers la livraison de formations livrées à des projets spécifiques. Pour chaque projet, je crée ma grille des rôles pour voir qui a besoin de telle ou telle formation et j'approche le développement des compétences en conséquence. Alors avec la troisième vague, nous rattachons les formations à des programmes existants dans l'entreprise qui visent à développer des compétences. Je vais vous donner 4 exemples pratiqués avec des clients. Dans une entreprise de développement sur le web, ils ont placé le change management dans leur nouvelle grille de compétences en leadership. Dans une entreprise spécialisée en sécurité, ils ont défini un nouveau cadre pour le leadership dans lequel ils ont inclus ce qu'ils ont appelé le leadership du changement. Dans un centre hospitalier, le changement a été défini comme compétence critique sur 3 niveaux de management. Et dans une banque, le développement des compétences en conduite du changement a été intégré dans un programme de développement des managers qui était déjà en place. Ceci est particulièrement intéressant car nous voyons que de plus en plus d'entreprises identifient les compétences en changement comme compétences clés. Si vous avez des déclarations de compétences clés, c'est pour vous une excellente opportunité d'y accrocher votre programme de formation. Donc, nous allons parler davantage, ici on va parler des avantages et des inconvénients des différentes approches, un peu plus loin. Mais avant ça, j'aimerais vous poser la question. On va faire un nouveau petit sondage. Donc, vous allez de nouveau sur paullevé.com/nexum pour répondre à la question suivante. Laquelle de ces 3 approches vous inspire le plus? Est-ce que c'est l'approche par vague ou inclus dans les initiatives de changement ou rattaché à des programmes existants? Donc, je résume, par vague, c'était vague 1, puis vague 2, puis vague 3, et nous étalons le nombre de personnes à former sur les différentes vagues. Inclus dans les initiatives de changement, je prends les projets 1, 2, 3 et 4 et je crée ma grille des rôles pour chaque projet
et je livre les formations spécifiquement pour chaque initiative, ou attaché à des programmes de formation déjà existants pour développer des compétences, et cela vous sert d'attache pour y insérer le développement des compétences en changement. Bon, alors je sais qu'ils ne sont pas mutuellement exclusifs, bien sûr. Vous pouvez faire un mélange de ces approches, mais quand même, j'aimerais savoir laquelle de ces approches vous inspire le plus. Bon, je vois ici 20% par vague, 10% inclus dans les initiatives et 70% rattachés à des programmes existants. Voilà. On va parler de ces différentes approches. C'est intéressant de voir que quasiment les trois quarts d'entre vous, donc ça signifie, c'est que donc dans quasiment pour les trois quarts des participants, vous connaissez dans votre entreprise des initiatives existantes, des programmes existants de développement de compétences et vous pouvez envisager qu'on vienne y greffer le développement des compétences en changement. Je vois que les chiffres ont légèrement changé. 18% par vague, 18% inclus dans les initiatives de changement et 64% rattachés à des programmes existants. Donc, comme promis, parlons des avantages et des différents défis, des différentes approches. Pour le déploiement par vague, je dirais le principal avantage, c'est la rapidité. Nous allons mettre l'infrastructure en place avec les systèmes RH et le budget pourra être alloué de façon centralisée. Mais par contre, le principal défi, c'est la perte de contexte. Or, j'ai bien signalé un peu plus tôt que l'importance d'un lien fort avec le contexte lorsque quand on a évoqué les principes de base de l'apprentissage pour les adultes. Donc aussi, la formation par vague peut être perçue comme juste une autre initiative de formation plutôt qu'une initiative de développement d'une aptitude organisationnelle. Alors pour la formation incluse dans les initiatives de changement, pour moi, l'avantage, c'est que nous avons un lien fort avec le contexte, ce qui est si important pour l'apprentissage adulte parce que nous rattachons chaque formation à un changement spécifique que les gens vivent au moment même. Nous avons donc le bon contexte. Un autre avantage est que nous pouvons concevoir le budget du projet comme source de financement des formations en change management. Mais ça peut justement constituer un défi de devoir obtenir ce financement à partir du budget du projet, d'où la difficulté d'obtenir cette allocation budgétaire. Tout ça peut arriver, bien sûr. Le timing peut aussi constituer un défi dans cette approche d'inclusion, dans les initiatives de changement. Parfois, le projet doit aller tellement vite qu'il devient extrêmement difficile d'y insérer les formations en change management. Et pour les formations rattachées au programme existant, l'avantage est que c'est l'approche qui colle le mieux parce que ces modèles de compétences que nous avons évoqués vont se retrouver sur les posters un peu partout dans l'entreprise. Nous allons donc avoir un ancrage réel, un ancrage fort, quelque chose qui colle bien à l'organisation. Alors en termes de défis, le change management est juste une compétence parmi d'autres et il peut y avoir un grand nombre de parties prenantes à impliquer pour bien positionner notre offre de change management dans ces programmes plus larges de développement des compétences. Alors, si vous cherchez actuellement la meilleure approche, de même, envoyez-moi un mail et nous pourrons vous aider dans votre exploration. Alors, reprenons donc les apprentissages principaux sur cette partie du développement. Nous avons exploré ce que la recherche nous enseigne sur la formation en change management. Nous avons souligné l'importance des principes et de la théorie de l'apprentissage adulte. Nous avons mis en évidence que le développement des compétences en changement est un changement et nous l'avons approché au moyen du modèle ADKAR. Je vous ai fourni quelques questions particulièrement efficaces pour mener chaque élément du modèle et nous avons parlé des différentes approches pour déployer les formations en change management dans votre entreprise, l'approche par vague, l'inclusion dans les initiatives de changement et le rattachement à des programmes existants. Et voici donc le résumé de tout ce que nous avons couvert en termes de développement des compétences en changement sur base des rôles dans le cadre du change management au niveau de l'entreprise. Pour conclure, je crois réellement que c'est une des compétences les plus cruciales que votre entreprise doit avoir. Et pour développer cette aptitude à être efficace dans les changements, au point de faire partie de l'ADN de la culture de l'entreprise, eh bien, nous devons développer ces compétences individuelles au travers des différents rôles liés au changement.
Pour terminer, je vous invite ici, pour ceux qui sont intéressés, à entrer votre adresse mail si vous souhaitez recevoir les supports et les résultats des sondages. Votre adresse n'apparaît pas à l'écran, pas de souci. Vous vous connectez donc sur paulhervé.com/nexum et vous entrez votre adresse mail pour ceci. Et je pense que, Flora, nous pouvons passer aux quelques questions. Oui, vous n'hésitez pas à utiliser l'icône questions-réponses, pour certains en haut de l'écran, pour d'autres en bas de l'écran, pour entrer vos questions. Nous pouvons prendre quelques minutes pour y répondre. Oui, très bien. Un tout grand merci Vincent pour ce webinaire très intéressant. Je vais maintenant donc procéder, comme Vincent l'a dit, à la lecture des différentes questions que vous avez eues durant ce webinaire. Si vous en avez encore et toujours, s'il y en a un coup elles surgissent, n'hésitez pas. L'onglet questions-réponses ainsi que l'onglet converser sont toujours ouverts. Alors tout d'abord, j'ai une personne qui demande un petit éclaircissement sur les 5 rôles clés du manager, donc elle souhaiterait revenir dessus. Ok, oui, bien, bonne question, parce qu'effectivement, je suis passé là-dessus très, très rapidement. La situation des managers en contexte de changement est tout à fait cruciale, parce que c'est eux qui vont servir de relais, de courroie de transmission pour les changements que la stratégie demande de mettre en place. Donc, il est extrêmement important de développer les managers à jouer leur rôle en contexte de changement. Et j'ai présenté ici leur rôle sous forme d'un modèle que j'ai appelé Clark. Alors, je reprends les éléments de Clark. Donc, je répète Clark parce que c'est le Clark Kent, le Superman, qui représente bien les managers en contexte de changement. Le C de Clark, c'est un rôle de communicateur. Les managers doivent bien sûr communiquer efficacement à propos du changement, sinon les collaborateurs ne comprennent pas bien pourquoi il faut faire ce changement et vous aurez donc plus de résistance. Le L de Clark, c'est un rôle de liaison. Il s'agit de jouer un rôle de liaison entre l'équipe et le projet qui apporte le changement. Un rôle extrêmement important, sinon le projet risque de se retrouver aveugle, ne sachant pas ce qui se passe sur le terrain. Le troisième rôle, le A, c'est un rôle d'ambassadeur du changement qui est absolument crucial. Le manager doit plaider pour le changement. S'il ne plaide pas pour le changement, s'il n'est pas crédible lorsqu'il annonce qu'il y croit, évidemment, les collaborateurs vont suivre son exemple et ils ne vont pas s'investir. Le quatrième rôle, c'est le R de Clark, c'est le R de résistance. Qui est plus proche des collaborateurs qui doivent aller au travers du changement que leur manager direct. Donc, le manager doit développer ses aptitudes à gérer les résistances sur le terrain. Et la dernière lettre du modèle Clark, la cinquième lettre, c'est le C de coach. Le manager doit être un manager coach. Il doit accompagner ses collaborateurs tout au long du trajet de changement pour les aider à aller au travers des difficultés qu'ils rencontrent dans la transition. Alors, la seconde question que j'ai ici, c'est dans l'approche de formation par vague. Quels sont les critères pour déterminer les vagues? Ah, intéressant, très bonne question. L'approche pour déterminer les vagues qu'on va prendre. Alors, ma réponse générique par rapport à ça, ça va être certainement pas aléatoire. Certainement pas. Alors, précisément, quelle approche, ça va vraiment dépendre de votre contexte. Par exemple, il peut y avoir un lien avec les changements en cours. Là, ça peut vous aider à déterminer les vagues. Ou alors, vous pouvez vous focaliser premièrement sur les personnes qui ont le plus souffert des changements mal gérés dans le passé. Ou ceux qui commencent à entrevoir un grand changement à l'horizon. Ou peut-être les plus influents, tout simplement. Ou alors procéder par localisation, par exemple, pays par pays. Donc, tout ça, ce sont des possibilités de détermination des vagues que vous devrez faire, bien sûr, en fonction de votre contexte et de votre stratégie. Ici, j'ai une nouvelle question qui apparaît. Quels facteurs devraient être évalués pour le mélange des approches de formation? Oui, bonne question. Donc, la question est quels facteurs devraient être évalués pour le mélange des approches de formation. En effet, j'ai dit tout à l'heure, quand on était dans le sondage, que ces approches n'étaient pas mutuellement exclusives. On peut donc envisager des mélanges. Alors, je dirais, bon, ici aussi, commencez par regarder ce qu'il y a dans l'entreprise. Je dirais en numéro un, regardez s'il y a des programmes de développement de compétences en place ou en développement. Ça, c'est certainement la première chose à regarder.
Ensuite, quelles sont les initiatives de changement en cours? Ensuite, quelle est la maturité de l'organisation pour la mise en place des programmes de formation? Ça peut avoir une influence sur votre approche de formation par vague. Posez-vous les questions. Qu'est-ce qui fonctionne ici? Qu'est-ce qui a déjà été fait dans le passé? Où est le support pour le change management dans l'ensemble de l'organisation? Où est l'endroit où il se trouve pour mener dans une direction ou une autre? Ce sont toutes des questions que vous devez regarder pour arriver à déterminer cette approche. Très bien. Et alors, je vais terminer par une toute dernière question qui me semble assez pertinente. Qui doit mener l'effort de formation des différents rôles? Oui, très bonne question en effet. D'où est-ce que ça doit venir cet effort de formation des différents rôles? Alors, on peut trouver les réponses dans la définition des approches, des trois approches. Donc, très souvent, le déploiement par vague va être mené par le département formation aux ressources humaines, le plus souvent. Par contre, si la formation est incluse dans des initiatives de changement, eh bien, alors, ça a du sens que ce soit mené par ces initiatives elles-mêmes. Enfin, si on se rattache à des programmes existants, c'est évidemment mené par les organisateurs de ces programmes existants. Très bien. En tout cas, un tout grand merci Vincent pour tous ces éclaircissements. Merci également à toutes et à tous. Donc, pour rappel, on se retrouve le 19 décembre pour un nouveau webinaire qui aura comme sujet la présentation du programme de supervision collective de Pratique Change. Et pour les plus intéressés qui nous ont communiqué vos adresses mail, je vous enverrai les slides ainsi que les résultats des polyvies sous peu. Donc voilà, une bonne après-midi à toutes et à tous et un très bon week-end.